Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la culture format podcast. Je suis votre host Moon. Je suis accompagné enfin finalement de Nanou, le co-host, le Franjo. Yes. Content de te revoir. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé il est où, et tout ça, etc. Ah, j'étais pas loin. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Juicy Gates. Certains vont dire que c'est un DJ. Moi, je dirais que c'est plus un acteur local qui s'est allié enjaillement, engagement et créativité. Juicy Gates, DJ Juicy Gates, merci d'être venu. Merci à toi, quelle intro. Non, ça fait plaisir, franchement je suis très content d'être là avec vous en plus, donc grave cool. Hein. Donc toi, Juicy Gates, DJ de Grenoble, raconte-nous comment, déjà dans un premier temps, tu t'es dit que t'as commencé à être DJ en fait tout simplement. Ouais. Alors le DJing c'est venu un peu par hasard. Enfin, hasard. J'ai toujours été matrixé de son, j'ai fait de la musique quand j'étais petit et tout. Et tu sais, comme tu sais, moi j'ai fait beaucoup de basket. Et à un moment, j'étais en région parisienne chez ma tante. Et je me faisais chier de malade, tu vois. Et j'avais téléchargé une application sur le téléphone en mode un jeu, en fait. Tu vois. Mais ça devait être au moins la 5e fois que je faisais ça. Okay. Tu vois. Et en fait, c'était une application de DJ. Je vois très bien. C'était toi, ça doit dater, mais j'ai téléchargé un truc comme ça aussi, moi, pendant le Covid, parce que je m'ennuyais. Il y a moyen. Et tu fais DJ sur le téléphone, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf, clairement. Et bizarrement, j'étais matrixé, genre. Et du coup, en rentrant sur Grenoble, tu vois, je voulais voir si c'est parce que je me faisais chier ou si j'aimais ça. Et du coup, je suis allé acheter un petit contrôleur à 80 €, tu vois. Ah ouais. J'avais un petit ordi et tout, et j'ai testé. Et en vrai, depuis ce jour-là... Mais ça, c'est un truc, ça date ou... Enfin, ça doit dater. Ouais, c'était en quelle année, ça ça date... Ouais, tout est relatif, c'était en 2019. 2018-2019. 2019. Avant Covid. 2019, ouais. Ok. Ouais. 2019, moi, c'est en 2020 que j'avais pris le truc. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que toi et moi on s'est rencontrés, c'était en 2020 aussi. Je crois que je me souviens très bien. En 2020, à une soirée où tu mixais. Ouais. Et moi, en étant amateur DJ aussi, je mixais aussi là-bas. Ouais. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas. Voilà, la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas, mais moi aussi, j'ai été DJ pendant un moment dans ma vie. Et c'est là où je t'ai rencontré. Et je me suis dit, waouh, il est trop chaud. Et c'était en 2020, tu vois. Et tu m'as dit que tu as commencé, ton application, tu l'as téléchargée en 2019. Donc en un an, tu as débuté le DJing. Genre, tu t'es introduit au DJing et en un an, en fait, tu as réussi à devenir super chaud. Donc, déjà, merci. Et en fait, ce qui s'est passé, je me souviens très très bien. C'était printemps, je dirais, 2019. Ok. Et du coup, ma première date, en fait, j'ai passé l'été à me tester comme ça. Et même, j'ai rencontré JV à l'époque, pendant cet été-là. C'est au pif aussi. Et ma première vraie soirée, c'était le 19 septembre 2019. Je me souviens très très bien. Et toi et moi, on s'est rencontrés, je pense, l'été d'après. Ouais. Et entre-temps, il y avait déjà eu le Covid, non ? Ouais. Il y a eu le début du Covid. En fait, le Covid, pour moi, ça a été une aubaine dans le sens où, tu vois, mes premiers événements, mes premières soirées et tout, vu que j'étais un DJ débutant, j'avais appris les bases. Mais à chaque fois, j'étais très stressé, tu vois, je préparais vachement mes playlists et tout, et j'ai eu l'impression un peu d'avoir skip des étapes, tu vois. C'est-à-dire, je suis allé en soirée, je pense que je maîtrisais pas encore les bases et tout. Et en fait, quand le Covid, c'est pour ça que je dis ça a été une aubaine, c'est pendant le Covid, j'ai eu le temps de me buter, en fait. Vraiment de me buter. Et à t'entraîner. Ouais, vraiment travailler les fondamentaux, entre guillemets. Et ça fait déjà, je suis sorti du Covid, du premier Covid en 2020, où déjà j'avais vraiment progressé de fou. T'es boosté, t'étais dans la salle du temps, en vrai. Ouais, mais mec, gros, j'étais matrixé. Franchement, je pense passer facilement 6 heures par jour à faire ça. Quand même, hein. Et c'était les transitions que tu travaillais, c'était... Ouais, alors la première année, je me souviens, parce que le Covid, j'ai eu 2 temps. Ouais. Le premier Covid, je me suis dit, je vais vraiment maîtriser les transitions, pouvoir mixer rapidement s'il faut improviser, etc. Et le deuxième Covid, c'est là où je me suis dit, vas-y, là, moi j'étais déjà attiré par les scratchs et tout. Et deuxième Covid, je me suis dit, je vais apprendre les scratchs. J'avais envie déjà dès le début, mais j'avais eu cette petite sagesse de me dire, vas-y, chaque chose en son temps, tu vois. Ouais. Et c'est quoi ton rapport au final avec la musique ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si t'es DJ, c'est que tu dois kiffer la musique. Moi, je le vois parce que je te connais, t'es un mordu de musique. Mais quel est ton rapport avec la musique ?
Voilà, question de fou. Parce que t'avais dit, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'au départ, t'essayais d'écrire, tu t'essayais en tant que MC, en tant que kicker, à la base, avant de faire du DJ. T'étais dans la musique, t'aimais la musique. Ouais. Tu te cherchais en tant que... En fait, tu travaillais ta plume. En fait, il y a eu trop de trucs. Déjà, je suis né avec un père musicien. Okay. C'est-à-dire, j'ai vraiment grandi dans la musique, tu vois, j'ai un père camerounais. T'es fan aussi de compas haïtien, tu vois. Okay. Donc chez moi, vraiment, je me faisais réveiller il faisait de la guitare et de la basse, par la musique. Et puis, j'ai eu un grand frère aussi. Enfin, j'ai un grand frère qui était très hip-hop, très break et tout. Du coup, lui, il m'a vraiment fait... indirectement, je pense. Limite, je pense qu'il est même pas fier de ça, tu vois. Et il m'a vraiment fait ma culture rap français. Tu vois, même cinéma aussi, mais la culture hip-hop et tout. Ça veut dire très tôt, j'écoutais beaucoup de musique. Okay. Tu vois, j'avais un petit post CD, on gravait les CD là à l'époque du téléchargement et tout, la moyeur et tout, Emule, tout ça. J'avais déjà, tu vois, en plus j'ai gardé en souvenir les albums de 50, Booba, DC's. Yes. Mon frère était très Mafia qu'un Free. Mafia qu'un Free, Kerry James. C'est ça. Du coup, avec mon frère, j'ai vraiment eu ce côté hip-hop, rap. Et après, la famille et tout, le côté afro-caribéen, aussi caribéen. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'entiers dans ma famille. Et donc, c'était déjà là. Donc, déjà, c'était un kiff, la musique. Et puis après, j'ai fait de la batterie. T'as joué d'un instrument, du coup? Ouais, j'ai fait de la batterie. Je voulais en faire depuis tout petit. Et puis c'est vrai, quand moi j'ai perdu mon père à 7 ans. Et comme c'était un délire avec mon père, il me disait ouais, toi tu feras de la batterie et tout. En fait, après j'ai fait de la batterie. Et j'ai kiffé. Et sauf après, tu sais, comme il y avait le basket, et en plus après j'étais en appartement et tout. En vrai, j'ai un peu arrêté. Faire de la batterie en appartement, c'est clair que c'est pas... Ouais, c'est pas possible. C'est pas beau. Et puis ça coûtait cher. Je prenais des cours de batterie et franchement, je sais que ça coûtait cher. Donc au bout d'un moment, même moi, j'étais en mode si je prends pas ça au sérieux. Ouais, c'est mieux d'arrêter. C'est ma mère, vas-y, elle va pas payer pour rien, genre. De ouf. De ouf. Donc voilà, donc il y a eu ça. Et puis après... la musique en mode... En plus, tu vois, avec le basket aussi, la culture du rap quinri et tout, on est un peu matrixé. C'est ça. En plus, moi, je suis... Musique et sport, surtout le basket, ça se rejoint de fou, genre. On jouait à Touquet, il y avait les sons de break et tout. C'est ça. Je t'assure. World Star, Hot New Hip Hop, tu vois, il y a eu plusieurs étapes. Mais du coup, il y a eu cette étape aussi du rap quinri. On va dire, j'ai eu mon époque vraiment rap quinri. Genre collège, lycée, avec Hot New Hip Hop et trucs comme ça. Ok. Donc, mon rapport à la musique, je sais pas, mais ouais, elle est là tout le temps. En parlant on t'avait parlé de ta première soirée. Raconte-moi un peu comment s'est passée ta première soirée en tant que DJ. Ce que t'as pu ressentir, etc. Et même le contexte et tout ça. Ma première vraie soirée, on va dire mon premier booking. Donc je fais la distinction parce que tu sais, des fois tu mixes devant tes potes et tout. Super bien passé, c'était à Grenoble, on se souvient, dans un endroit qui n'existe plus. Ça s'appelait l'Upper Place, à côté du cinéma Chavant. Et c'était un format un peu after work, bar et tout. Genre, je crois que c'était 21h, 2h, un truc comme ça. Et comme c'était ma première soirée, moi j'étais super hypé et tout, j'avais vraiment convoqué toutes mes connaissances. Toutes mes connaissances, je leur avais envoyé le flyer et tout. Ça veut dire, en fait, dès ma première soirée, j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui est venu me soutenir. Et c'était vraiment agréable. Et puis, comme j'avais préparé, j'ai dead en vrai. Ouais, t'étais sûr de ton truc, du coup, automatiquement, t'as dead. Je me souviens, j'avais fait un warm-up, le gars il m'a dit fais un warm-up et tout pour voir. J'avais fait un warm-up R&B et tout. Et puis, comme il a vu que ça s'est bien passé, après j'ai remixé plus turn-up et tout. Et ça s'est super bien passé. Et je me souviens même à l'époque, une des organisatrices, elle se baladait comme ça, elle demandait aux gens ouais, comment t'as connu, parce que eux c'était leur première soirée aussi. Moi c'était mon premier event, eux c'était leur première soirée. Donc vous deux en gros donc, c'était gagnant-gagnant, tu vois, à ce moment-là. Et la plupart ils leur disaient ouais, je suis venu voir Gate, tu vois. Pas de Juicy, tu vois, c'était mes potes en fait, tu vois. Et donc dès ma première soirée, super bien franchement, et après ça a enchaîné. T'as pas eu de trac ou de stress ou quoi que ce soit? Gros, de fou. Tu vois, je faisais le mec tout à l'heure, la pression. Mais encore aujourd'hui, je l'ai des fois. Je me souviens, on me dit, tu sais, on mange et tout. On était dans un truc au resto aussi. Donc on mange à table avec tout le monde. Et puis après, on me dit, ouais, vas-y, là, on va ouvrir dans 10 minutes. Vas-y, Lucie, mets-toi en place. Gros, je monte, tu sais, le DJ Bouffe était un peu perché façon. Gros, premier degré. J'ai eu l'envie là. J'ai dit, attendez.
La boule au ventre. La boule au ventre. J'allais aux toilettes, gros. Vraiment, premier degré. Je dis, là, j'ai senti le stress. En plus, tu vois, de là où j'étais, je voyais l'extérieur. Tu sais, il y avait une espèce de baie vitrée. Ok, donc tu vois les gens. Tamisée façon, tu vois pas à travers. Mais je voyais la queue. Ok. T'as vu? Ça veut dire, j'étais en mode, les gens, ils vont rentrer là. Et moi, je vais devoir les enjailler et tout. Le stress, il est venu d'un coup. Parce que je mangeais, j'étais détente et tout. Je suis allé, on m'a dit, t'envoies la musique dans 5 minutes. Je paniquais. Ça me fait rire parce que justement, la dernière fois, je parlais avec Nanou à l'époque où moi aussi je mixais, tu vois. J'ai pas eu le truc comme toi où j'étais embauché par des orgas. Moi, j'avais commencé à mixer parce que des potes à moi se sont lancés dans des trucs de soirée et ils avaient besoin de quelqu'un qui gère la musique. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans le DJing, tu vois, pour eux. Et c'était il y a Halloween 2019. Tu vois, du coup, il y a presque à la même période au final. Ouais, exactement. C'était ma première grosse soirée. C'était pas un booking comme toi, mais c'était ma première grosse soirée. Et ils avaient loué un truc, tu sais, c'était genre un truc de house party, tu vois, mais on s'attendait à avoir peut-être 120 personnes, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais un peu le stress et tout. Et ils me disent, à 30 minutes avant, je crois, ils me disent, William, on avait dit 120 personnes, on va avoir le double. Et moi, c'est peut-être la première fois que je mixe. J'avais même pas de platine. Ouais, j'avais pas. Je faisais avec j'avais pris un logiciel. C'était avec des touches d'ordi et souris, tu vois. Pavé tactile, tu vois. À la souris. C'était dur. C'était dur. Genre, pour mettre un Q-point, c'était et tout, tu vois. Et bref, j'étais. Wow, mais je m'étais entraîné aussi. J'étais sur mon karaté, mais le stress que j'ai ressenti. Genre, tu sais, est-ce que les gens vont aimer ce que j'ai mis? Si on préparait ma setlist, tu vois. Mais il y a aussi le truc vas-y, on te book, on sait que tu connais la musique de ça et que tu t'en mets sur des sons, mais on veut que tu mettes certains sons aussi, tu vois. Il y a aussi ça aussi. Est-ce que toi, c'était ça ou t'avais vraiment le carte blanche sur ta musique? Genre moi, c'était 2019, fallait que je passe Aya, Jaja. Je stream pas du tout, mais fallait que je passe Aya, Jaja en soirée, c'était obligé, genre, tu vois. Je pense que j'ai eu un peu de chance. Parce que le gars, en fait, c'était leur gars, on nous avait mis en contact par un pote. Et c'était un pote à moi, beatmaker, Touk, d'ailleurs, big up à Touk. Et des fois, je traînais chez lui, tu vois. Et en fait, il m'a dit, ouais, il y a lui, il va venir et tout, il organise des soirées. Je vais parler de toi, il va venir et tout. Montre-lui vite fait à la maison comment tu mixes. Et à l'époque, j'étais très vibe UK, tu sais, UK un tu sais, c'était ces sons-là qui marchaient bien à ce moment-là, tu vois. Ouais, oui. J'étais très dans ça, et le R&B school aussi. Et du coup, quand il est venu, le gars, j'ai fait ça. Il a kiffé, il m'a dit, si tu fais ça, c'est parfait. Ok. Du coup, ça fait que, en fait, il y avait un contexte, mais qui me convenait, tu vois. On m'a pas dit direct, mais... Ils t'ont pas imposé, ouais, ok. Non, les hits du moment, on va dire. Ouais, non, heureusement, ouais. Peut-être, parce qu'à l'époque, peut-être que je l'aurais fait, peut-être, tu vois. Parle-moi maintenant de ton bébé La Fièvre. Je sais jamais comment appeler ça. Je sais pas si c'est une soirée, je sais pas si c'est un média, je sais pas, c'est beaucoup de choses en même temps. Ce qui est une bonne chose au final, tu vois, parce que tu peux faire plein de choses avec, tu vois. Ouais. Mais du coup, La Fièvre, je vais appeler ça un concept. Ouais. Le concept. On a appelé c'est une communauté. T'as une communauté? Ouais. Nous, on sait pas comment l'appeler ça. Ouais, tu vois, c'est un peu pas mal de choses. Mais t'as créé ça maintenant il y a combien de temps? Déjà 2-3 ans. Ok. Ouais. Et ça a pas mal grandi quand même. En tout cas, c'est un concept en tout cas de soirée que tu fais à Grenoble. Tu fais sur Grenoble et bah, en fait, je pense que tu peux en parler mieux que moi. Ouais. Alors, La Fièvre, c'est plein de choses. Mais ça naît surtout de la volonté de promouvoir les cultures hip-hop et afro-caribéennes avec le cœur. Ça peut paraître cucu, mais du coup, ça se fait par l'organisation d'événements, des soirées, des concerts, des spectacles et tout, et puis aussi par le développement d'un média. Pour expliquer un peu, donner le contexte, bah, comme tu l'as dit, moi je suis DJ depuis 2019, et encore une fois, c'est cucu, mais j'aime trop la musique, tu vois. Et en fait, ça a commencé à me frustrer un peu à un moment de faire des mixés dans des endroits où j'avais l'impression qu'en fait les gens ils venaient pas pour la musique, tu vois. Genre tu mixes à une soirée, on va te dire ouais, là il y a tel mec, il a pris un carré, faut mettre telle musique. D'accord. Ouais, là il y a tel groupe de meufs, fais ton anniversaire. Tu sais, je sais pas, on dirait les gens ils venaient pas pour l'amour du son. Et du coup en fait tu te retrouves aussi à mixer des musiques, tu vois,
commercial et tout. Et toi, tu connais un peu plus et tu te dis, c'est dommage qu'en club, je puisse pas jouer ça. C'est dommage qu'en soirée, si je joue ça, on me regarde bizarre. Des fois, pas tout le temps, tu vois. Merci, heureusement. Mais c'est bizarre que, moi, ça me saoulait que la musique qui prime en club soit majoritairement déjà répétitif, très répétitif et peu qualitative, on va dire. Et du coup, en fait, par une opportunité, on m'a dit, est-ce que tu veux faire une soirée et tout, un club à Grenoble. Et du coup, moi, j'étais en mode, ok, si je fais ma soirée, je veux vraiment rassembler les passionnés, les gens qui vont sortir dans un premier temps pour la musique, pour ce qu'on va proposer, et des gens qui kiffent, tu vois, comme nous. Pas parce que faut prouver, pas parce qu'il y a tel go, pas parce que non. Du coup, comment tu t'y es pris, justement? Parce que c'était dans un club, c'était dans une boîte. C'était dans une boîte. Donc c'était mentalité. C'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. En fait, dès la première soirée, déjà musicalement, j'ai joué vraiment ma patte, ce que j'aime et tout. Après, c'était quand même, encore une fois, j'avais déjà un petit public sur Grenoble, tu vois. C'est-à-dire, c'est une boîte qui prend 400, 500 personnes, et ma première fièvre, on l'a fait complet, tu vois. Okay. Donc il y avait déjà des gens qui connaissaient ce que j'aime, qui connaissaient mon identité un petit peu, tu vois. Donc déjà ça a quand même simplifié. Ils savaient pourquoi ils venaient. Voilà, c'est ça. C'est pas comme si je jouais dans cette boîte un soir lambda, tu vois, un peu commercial et tout. Du coup ça a aidé. Et il y a eu un autre truc, et c'est là que la fièvre a tout de suite évolué. C'est que dès que je suis sorti de cette soirée, non, c'était la deuxième. La deuxième, je me suis dit oula, vas-y, ça commence déjà à ressembler à la première. Et vas-y, ça fait un peu trop club. Ouais. Et je me dis non, je veux pas aller dans cette direction et tout. Je veux vraiment avoir ce truc. Mais c'était au même endroit ? C'était au même endroit, ouais. Et je me suis dit, comment je vais faire pour toucher les passionnés, les gens en fait qui de base, peut-être comme moi, aiment la musique, mais du coup, carrément, ils sortent pas. Ouais. Vraiment, je pense peut-être sans les clubs, peut-être que. Enfin, si j'étais pas DJ, peut-être que je sortirais pas, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens, ils kiffent certains sons comme moi et tout, mais quand tu parles avec eux, ils vont te dire, en vrai, en soirée, je m'y retrouve pas. Y a pas... C'est pas qu'ils existent pas, c'est qu'en fait, on leur joue pas leur son. Ouais. Et du coup, ma stratégie, c'était de me dire, je veux toucher ces personnes-là, donc je veux leur montrer que la fièvre, c'est pas juste une soirée, que vraiment on est pour la culture. Il sait. Qu'on est pour la culture. Et du coup, comment je vais faire ça ? Je me suis dit, je vais faire du contenu média. Ça veut dire, je me suis dit, vas-y, on va expliquer aux gens certains styles, des esthétiques musicales. J'ai commencé à faire des formats carousel sur les réseaux en mode ok, l'afrobeat c'est ça vient de ça. Dans l'afrobeat il y a ci, il y a ça. Le et là tu différencies vraiment des trucs parce que t'es plus vraiment un concept de soirée mais t'es un média justement. Ouais. Parce que tu crées ta communauté en fait en leur expliquant des choses et leur expliquant en gros l'identité de la fièvre entre guillemets, si je peux me permettre. C'est ça, et le but c'était, en vrai c'est ça, c'était de montrer de la richesse, tu vois, des cultures hip-hop et afro-caribéennes, ouais. Et de montrer que déjà c'est archi riche, et il y a trop de trucs trop quali en vrai. Et ça tu le faisais directement via ta page à toi, ou t'avais déjà créé ta page J'avais déjà créé la page. Ok, d'accord. Ouais. Et tu postais régulièrement sur la page du contenu pour expliquer. Ok, je vois. Franchement presque une fois par semaine je crois. J'avais plusieurs formats. J'avais un format Point Culture, il s'appelait. Donc soit c'était vraiment, par exemple, comme je disais, une présentation d'un style ou quoi, d'un artiste ou quoi. Soit des fois c'était une question. Par exemple, tu vois, on parlait de Michael Jackson en off. J'avais fait un sujet, c'était l'héritage culturel de Michael Jackson. Et montrer comment Michael Jackson il influe encore la musique aujourd'hui. J'avais fait un truc sur, des fois même un peu hors musique, hein. J'avais mis genre est-ce que la France influence le monde, tu vois, sur la pop culture, des trucs comme ça. C'est vraiment point culture au final. Ouais, j'avais plusieurs formats comme ça. Et c'était un peu ma façon de montrer on s'intéresse à... que c'est plus qu'une soirée, tu vois. Au début, ça a commencé comme ça. Ok. À ce niveau-là, tu m'avais parlé aussi de ces soirées que tu faisais et que c'était un peu l'ambiance club. C'était... Je sais pas si tu te souviens, j'étais venu à une de ces soirées-là, c'était... Au début, t'étais venu, ouais. R&B. Old School, je crois. Mais c'était dans un club en sous-sol. C'était le premier club, le Black Lily. C'était celui-là. Ça devait être là-bas. Ouais. Et c'est ce club-là que tu fais. On avait fait une full R&B et tout. Ouais. Old School. Ouais. Ah oui, je m'en souviens. Mais ça va là, C'était cool. Ouais. En vrai, rapidement, c'était quand même assez quali, je trouve, musicalement en tout cas. Aujourd'hui, là, tu mixes dans
à la Belle Électrique, tes soirées de la Fièvre. La prochaine qui arrive, la Fièvre d'hiver, ça va être à la Belle Électrique. Une des plus grandes salles de Grenoble, si ce n'est la plus grande. Comment est-ce que tu pourrais, expliquer cette évolution ? Et comment est-ce que toi, quel est l'œil que tu as en fait sur cette évolution ? L'évolution de la Fièvre, elle fait qu'on soit passé de... En fait, je pense que ce qui est cool, c'est que rapidement, on a été identifié rapidement. Ça pris, ok. En vrai, c'est relativement rapide, tu vois. Mais la Belle Électrique, il faut savoir que c'est une salle, c'est la plus belle salle de Grenoble. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles salles de France. Genre, elle est toute récente en termes d'acoustique, c'est une dinguerie. Genre. Tu sais, il y a des salles, elles sont immenses, donc tu vas pas comparer. Mais sur les assez grandes salles, les SMAC, on appelle ça. Enfin non, les SMAC, c'est encore autre chose. Pas forcément par rapport à la capacité, mais bref. C'est un tout qui fait que c'est merveilleux, en fait, comme endroit. Et c'est une salle, déjà, ça s'appelle la Belle Électrique. Il y avait pas de soirée hip-hop. Il y avait un petit peu des concerts rap, hip-hop et tout. Mais les musiques afro-caribéennes et tout, genre si j'écoutais les gens, vraiment ça n'avait pas à leur place. Parce que déjà, faut le préciser, c'est une salle de concert. Déjà, c'est une salle de concert, c'est pas un lieu, un club, c'est vraiment une salle de concert. Tu vois, tu fais vraiment des soirées dans une salle de concert. Du coup, tu veux que je réponde à comment on a évolué jusqu'à ça ou comment concrètement ça s'est fait pour accéder à cette salle ? C'est plus l'évolution. Non, jusqu'à là. Quelles étapes ont été mises en place pour arriver jusqu'à là et quel est ton œil sur cette évolution ? Alors, y a eu ma volonté, comme je disais, d'être un acteur culturel. Je fais la distinction parce que pour ces salles, pour les lieux et tout, c'est différent. C'est un acteur culturel où t'es un orga qui fait des soirées. Tu vois. Je parle vraiment sur le sens institutionnel presque, tu vois. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Et donc, il y a eu ça, il y a eu le média, donc Instagram et tout. Il y a eu la Fièvre d'été. La Fièvre d'été, c'est un open air qu'on a fait. Ça a été un premier temps fort, on va dire. Un open air, donc un événement en plein air qu'on a fait sur un terrain de basket à Caserne de Beaune, à Grenoble, qui était vraiment beau et qui montrait un peu vraiment l'identité de la Fièvre, et son côté hip-hop, afro-caribéen, hip-hop par le lieu, et aussi de partage de la Fièvre. Le partage, vraiment c'est l'event qui est le plus à notre image. Et du coup, ça a permis vraiment de nous aider à ce que les gens de la ville, donc même les anciens, les institutions, se captent un peu plus ce qu'est la Fièvre, tu vois. Pour mettre un peu une image là-dessus, c'est la Fièvre, c'est vraiment une block party que tu fais sur Grenoble et il y a de la musique, il y a à manger, coiffeur, coiffeuse. Il y a des animations. De l'animation, de la danse, c'est vraiment... Il y a des enfants. Tu vois, c'est vraiment, bon enfant, des anciens. Tu vois. Tu peux venir en ayant 10 ans avec ta maman. Tu peux être jeune comme toi et moi et aller t'ambiancer. C'est vraiment l'événement du peuple, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que je trouve que ça promeut vraiment les cultures hip-hop afro-caribéennes. Je fais la distinction parce que quand tu fais un événement privé dans une salle où il faut payer et tout, ok, tu vas avoir ta communauté qui va venir. Du coup, c'est une communauté qui est déjà plus ou moins acquis à ta cause, en fait. Tu prêches des convaincus. Moi, tu fais un événement plein centre-ville comme ça. Ok, tu vas avoir ta communauté. Mais en vrai, moi, ma plus grande fierté, c'était de me dire, ok, là, il y a une famille, peut-être une famille franco-française. Ils viennent avec leurs enfants, le petit garçon, la grande fille et tout. Ils écoutent des sons hip-hop, dancehall et tout. Ils vont au stand. On leur sert un bissap et un bon tiep et ils kiffent et ils voient que en fait nos cultures elles sont géniales. Et là je me dis là on a fait la promotion de nos cultures d'une belle manière, tu vois. Donc il y a eu ce premier temps fort et puis après donc il y en a eu une première le 16 juillet 2023. La première était un peu dure, la date je pense elle a pas joué et tout. Il y a pas eu trop de monde, on a perdu des sous. Mais tu vois, les images, elles ont été belles. Les gens, ils se sont dit, putain, j'ai raté quelque chose à Grenoble, il y a ça et tout. Prochaine, j'y suis. Donc, c'est pas vraiment un perte au final. C'est ça. Et du coup, on en a fait une le 3 septembre qui a super bien marché et qui a marqué les esprits, vraiment, on peut le dire. Du coup, qui a renforcé encore, qui nous a fait prendre même en popularité et tout, si on compte même en abonnés, des trucs comme ça. Et le mois de septembre 2023 a été décisif pour cette évolution, parce qu'il y a eu ça. Et après, le 22 septembre, jour anniversaire de ma mère, il y a eu... on a fait... un event au bar de la Belle Électrique. En fait, si tu veux, moi j'ai accédé au bar de la Belle Électrique avant même la Fièvre, parce que j'étais booké par une orga caribéenne qui faisait des événements occasionnellement dans le bar de la Belle Électrique. Donc il y avait quand même eux, et c'est les grands refs, en vrai, c'est un peu eux qui m'ont fait la passe quand ils ont arrêté. Et moi j'ai gardé le contact.
Et du coup, j'avais ce booking-là. Et ce booking, en fait, je me suis dit, bah attends, là, je suis en train de développer mon bébé. Au lieu de juste venir du Seagate à la Audrey Club Label électrique, je me suis dit, bah, je vais le vendre en truc La Fièvre, tu vois. Par contre, du coup, économiquement, c'est à perte. Parce que du coup, tu vas payer à d'autres DJ, tu vas payer à ton photographe et tout. Mais par contre, c'est cool d'associer l'image de La Fièvre à celle de Label électrique qui est identifiée comme un lieu très qualitatif, très culturel et tout. Donc ça s'est fait comme ça. Et en fait, on a battu le record d'affluence du bar ce jour-là. Ok. Terrible. Ouais. Terrible. Ouais, méchant de fou. Ambiance de malade. Même moi, j'ai trop aimé. Je me sens que j'étais malade. C'était un des plus beaux souvenirs, franchement. Putain. Même mon set et tout, c'était un des meilleurs sets. Il y a Tyla, elle m'avait DM. Ah ouais? Tu te souviens de cette histoire ou pas? Gros, je me souviens plus du tout. Gros, j'avais identifié Tyla. C'était le moment où elle est sortie Water. J'avais identifié Tyla en story et tout. Elle m'avait DM en mode est-ce que t'as posté ça sur TikTok et tout, I would love to post. Elle t'a parlé et tout. Ouais, frère. Waouh. T'es quelqu'un. J'étais trop. Yo. J'ai reçu une notification, j'étais comme ça sur mon canapé, je regardais NBA Sunday Night Live, un truc comme ça. Tyla. Avec le point bleu. Gros, tellement au début je dis vas-y, tu sais, c'est un notif. Je me dis bon. Je regarde, je vois, c'est la vraie taille. Je dis, ouais. Je dis, j'ai pas posté sur TikTok. Mais t'inquiète, je vais poster sur TikTok. J'aurais shoot mon shoot. Et tu fais quoi demain? Gros, mad. Et du coup, ouais, ça a vraiment marqué le coup. Et puis après, même à Grenoble, les gens, ils ont commencé à se dire, putain, La Fièvre, c'est trop bien. Il y avait ce côté bienveillance. C'est un truc que j'ai pas dit, et c'est ça qui est vraiment, je pense. Il y a des trucs que tu fais pas exprès, hein. Ça se fait naturellement, tu vois. Il y a des trucs que tu les planifies, il y a des trucs que ça se fait plus naturellement. Je pense qu'aussi le fait qu'on ait, tu sais, ce truc de vouloir toucher les gens qui s'intéressent à la culture et tout, ça nous a ramené un public, genre, trop énervé, genre. Tu sais, qui vient... Tu sais, t'es venu, tu vois comment ils sont. Ils viennent, ils sont bienveillants, ils dansent, ils connaissent les sons, même quand ils connaissent pas... Ils ramènent, tu sais, il y a une bonne vibe. Une bonne vibe, ouais. Vraiment, tu vois, les gens ils disent safe place et tout, et ça, c'était un des meilleurs retours. Et du coup, ouais, là, l'identité de La Fièvre, elle a vraiment pris un bon truc à ce moment-là. Et donc après, on a pu commencer à faire notre première salle de concert dans la foulée, qui était l'Ampérage. Et puis, il y a eu un petit truc où on m'a proposé la Belle Électrique. Franchement, même moi, je m'attendais pas à la grande salle, tu vois. L'histoire derrière, elle est un peu longue, donc... Mais bref, en gros, je suis un peu allé au clash entre grandes guillemets avec eux, et bizarrement, retournement de situation, ils m'ont proposé la grande salle. Ok. Tu vois. Un mal pour un bien. Ouais. En fait, c'est là où je me suis dit, des fois, faut juste pas s'écraser tout le temps. Tu vois, faire, entre guillemets, respecter. Et du coup, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Et tu vois, et après, ils m'ont proposé la grande salle. À ce moment-là, la grande salle, moi, c'était un objectif dans ma tête depuis le début, mais j'étais en mode, vas-y, ça va prendre 4 ans et tout. En 1 an et demi, même pas, on me la propose. Et par contre, je suis en mode, il y a la réalité économique aussi qui fait flipper. C'est que ça coûte cher, c'est grand. Avant ça, les seuls événements payants où on a eu plus de... Le record, c'était 500 personnes au Black Lilith. On avait fait 800 personnes sur un événement gratuit. Mais c'est dur de se projeter, de te dire attends là les gens ils vont payer, s'ils payent pas comment on se fait si j'ai 300 personnes dans une salle de 1000 places. On se rend pas compte, mais quand t'organises ça, c'est un risque en fait. Et à ce moment-là, gros, il y a pas de thune, hein. Il y a le compte bancaire de La Fièvre, il existe. Ah si, il est créé en novembre pour l'Ampérage, mais il y a rien dessus. Il y a pas de fonds. Ça veut dire on se troue. Moi j'accepte, on se troue potentiellement qu'on peut perdre genre 6000 balles, tu vois. Ah, moi je sais pas du tout, tu vois. Je suis en alternance. Non, j'avais déjà arrêté, je crois, mais bref. Mais non, juste pour dire, en parlant d'alternance, le concept de La Fièvre, tu sais, il était tellement bien que quand je voulais chercher une alternance sur mon CV, ce qui n'était pas vrai du tout, mais j'avais mis La Fièvre et tout, community manager et tout. Et je crois que tu m'avais demandé filou, en plus. Il y a moyen, ouais. Et quand les recruteurs ils me disaient ah j'ai vu La Fièvre et tout, c'est très bien. C'était quoi votre rôle là-dedans? Je dis bah j'étais community manager. Ah ouais, de quoi juste de là. Mais ouais, j'avais mis ça sur mon CV et les gens kiffaient plutôt bien la page. Trop bien. Mais ouais.
Mais ouais, et du coup, il y en a d'autres comme ça qui m'ont demandé. Je dis oui, vas-y, mais t'inquiète si on me demande. Ah, je suis pas le seul du coup. Mais c'est toujours des gens qui me connaissent au moins. Ouais, voilà, oui. À ma connaissance, on sait pas. Des fois, ils sont venus à la fièvre, ils ont fait. Tu sais, maintenant, il y en a, ils font leur after movie, tu vois. Ils viennent à la soirée, des fois, ils font leur after movie avant nous. Tu sais, ils font un récap de la soirée et tout. Sérieux ? Je te jure. Ils passent dans leur story et tout, tu sais. Attends, c'est des gens, ils sont artsy, genre. Ils ont des beaux Insta et tout, ils travaillent. Ok. Et je me dis, ça se trouve, à tout moment, ils mettent qu'ils ont fait des trucs et tout, j'en sais rien. Mais ouais, du coup, à ce moment-là, on accepte, pour revenir vite fait et finir sur ce truc, on accepte, je me dis, j'y vais. À ce moment-là, j'en parle qu'à mes anciens, tu vois, les gars du collectif caribéen dont je vous parlais, Kanamaval, Big Up à Romney et KG. Et même eux, ils sont en mode, ah ouais, c'est chaud, c'est risqué et tout. Et moi, en optimiste de fou, j'y vais. Et t'étais là, la première. On a fait 900 personnes. Je me souviens, il y a un frérot, il me dit, ouais, tu vas faire les 700 et tout. Moi, je dis, gros, si on fait 700, d'ailleurs, je vais toujours pas payer son resto. Je dis, je t'ai payé ton resto et tout. Genre, pour moi, 700, c'était extraordinaire sur tes 700. J'étais en mode, vas-y, il faut qu'on perde pas de sous. Je crois que j'avais un break qui était à 400, 500. Déjà, c'était bas, tu vois. 900. Le directeur de label, ce jour-là, il était respo de soirée. C'est-à-dire, en gros, tu sais, ils mettent quelqu'un d'astreinte et tout. Il était là. Il y avait ma mère qui avait fait à manger, il avait kiffé la bouffe de ma mère. En fait, il était refait. Il arrive, il nous dit ouais, les jeunes. Il nous dit ouais, les jeunes, vous avez déjà 700 préventes et tout, vous allez tout niquer. Et le directeur de la salle. Ouais, clairement. Je me dis, mais trop bien, il est là, bon mood et tout. En plus, il nous dit quoi ? Il nous dit putain, je savais pas que vous étiez des punks et tout, parce que tu sais, on avait fait une com de porc. J'ai vu, vous avez mis sur le banc. La com, elle était vraiment. Sauvage. Hardcore. Sauvage. Elle était, Mais il avait kiffé en scred. Tu sais, il dit ouais, faites gaffe. Tu vois, il y avait un truc un peu en mode quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que ça s'est fait, ouais, voilà. Ouais. Moi pour remettre en contexte, quand tu parlais de la bienveillance, justement, la première fois où je t'ai vu, Juicy, j'étais avec Moon. C'était dans un store à Dessine, un store de basket. Tu mixais là-bas, c'était vraiment la première fois où je t'avais vu. Ouais, exactement. Ouais, terrible d'ailleurs. Terrible. Et la deuxième fois où je t'ai vu, c'était justement à la Belle Électrique, dans la grande salle. Et moi, ce qui m'avait choqué, du coup, on allait jusqu'à Grenoble pour voir, etc. Agréablement surpris, c'était énervé. C'était vraiment, vraiment énervé. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est le monde qu'il y avait. Et le fait que tout soit mélangé, il y avait des anciens, comme il y avait des jeunes, comme il y avait des punks, comme il y avait des... Tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé personnellement. Et la bienveillance des gens, j'ai pas vu des gens malhonnêtes, des gens qui étaient là pour entre guillemets, tout niquer. Non, ils étaient là pour kiffer. Ils étaient vraiment, vraiment là pour kiffer. Et ça m'a agréablement surpris et on était content d'avoir fait le déplacement, je me rappelle. Je m'en souviens. Vraiment. J'ai encore, tu m'avais fait un feedback le lendemain et tout. Franchement, j'étais super content. Ça m'avait touché carrément. Je me souviens encore de ce que tu m'avais dit. Bonka, il était là aussi. Il était en stage carrément. Il était en stage avec moi. Ouais. Et ouais, non, mais ça, c'est notre plus grande fierté. Franchement, Dieu merci, aujourd'hui... on a fait, je sais pas, je pense presque une trentaine, d'événements. On n'a jamais eu d'incident. Et c'est vrai qu'on a un public en or, en vrai. Même les vigiles et tout, quand ils bossent avec nous, ils nous disent, votre public, il est trop bien et tout. Ils ont pas de taf à faire. Juste fait voir tout ça qui rien, vas-y, passe. Et tu sais que c'est vrai ce qu'il dit, parce que le dernier event, c'est ce qu'il a dit, le vigile. T'avais vu la story Non, moi je te parle en face à face. Ah, en face à face. C'est ce qu'il a dit, le vigile. Ouais, le public, on parlait de ça, etc. Non, vraiment. Vraiment. Prochaine event, du coup, fièvre d'hiver. Ouais, le 13 décembre. Ouais. 13 décembre, donc c'est très bientôt là, c'est dans 2 mois à l'heure où on enregistre. Et à l'heure où même ça va sortir. Donc là, ça va être big event. Ouais. Avec des invités, des guests. C'est ça. Depuis, tu parlais de la Belle Électrique. La Belle Électrique, c'est devenu un peu notre événement vitrine. Tu vois, on fait plein d'autres événements à côté. Mais la Belle Électrique, c'est toujours l'endroit où on peut proposer la plus grande œuvre artistique. Tu vois, nous, on a vraiment cette volonté de travailler l'ensemble de la proposition, que ce soit en termes de scénographie, en termes de musique, sur tous les aspects possibles, tu vois. Et la Belle Électrique, ce qui nous permet le mieux de le faire. Du coup, à chaque fois qu'on va là-bas, en fait, chaque fois, c'est le plus gros événement de notre vie. Tu vois, le premier, c'était le plus gros. Après, il y a eu la fièvre d'hiver de l'année dernière. Je me suis dit, ça va être le plus gros événement de ma vie. Et c'était le cas à ce moment-là. Après, il y a eu la Wonderland. Et là, ce sera la 4e.
Et c'est pareil, en vrai, ce sera le plus gros événement de notre vie, là, en termes de préparation. Jusqu'au prochain. On essaie d'élever la barre à chaque fois. Ouais, crescendo. Ouais. On a parlé de la fièvre. Moi, j'aimerais parler de toi un peu en tant que DJ. Je m'interrogeais au final sur le lifestyle de DJ, tu vois. En général, tu sais, c'est un métier où ben, les gens voient que tu mixes la nuit, ça, etc. Mais ils savent pas que c'est du boulot, que tu t'entraînes, etc. Et puis surtout que c'est un truc que tu peux pas faire au final pour toujours, tu vois. Alors, il y a des gens qui font ça vieux. David Guetta, Bob Sinclair, mais tu vois, eux, c'est des artistes connus mondialement, tu vois. Moi, j'aimerais savoir quel est ton regard là-dessus, sur le lifestyle du DJ et sur si c'est compatible, on va dire, avec la vie de famille, et ça, etc. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah déjà, déjà, il y a beaucoup de clichés, je pense, sur les DJ. Regarde, moi, je vais te dire un truc. J'ai un petit garçon, tu vois. Les gens, quand ils entendent par peu importe leur source que j'ai un petit garçon, leur premier réflexe, ils vont se dire ouais, lui c'est un DJ, il a eu un enfant au pif, un enfant au pif. Et tu sais, en fait, c'est des retours je me dis ah ouais, alors que rien à voir, tu vois. Mon fils, je l'ai eu avec une meuf, on était fiancés, on avait 7 ans de relation et tout. Mais c'est pour te dire le type de cliché, les gens ils se voient, toi t'es là. Tu fais la star, c'est la vie d'artiste en fait. C'est la vie d'artiste. Alors que gros, t'as une vie comme tout le monde, tu vois. Et en plus, comme je disais, moi de base, je suis même pas forcément, je pense, quelqu'un vraiment fait pour le milieu de la nuit, tu vois. Donc, déjà, il y a beaucoup de clichés. Après, sur ce que c'est compatible avec la vie de famille, etc., je pense que c'est une organisation et une espèce de discipline, tu vois. Là où, tu vois, on parlait beaucoup de basket et tout. Basket, moi, là où quand même ça m'a beaucoup apporté, je pense, c'est sur cette discipline, si je puis dire. Il fait que moi, je laisse pas... Tu vois, je suis pas décalé. Après, en fait, c'est ma réalité, c'est pas forcément arrêté de tous les DJ. Je parle pour moi. Mais je sais qu'il y a plein de DJ qui ont une hygiène de vie. Tu parlais de vieux DJ. De DJ âgé, Bob Sinclair par exemple, le mec il est en shape de malade, de fou. Il lâche pas quel âge, il fait du sport, il boit pas d'alcool, tu vois, il a les six-pack. Jusqu'à sa fille, elle est DJ à l'heure actuelle, il est mixé avec elle pour te montrer la longévité. Clairement. C'est le Grand James, c'est Bonnie James du DJ. C'est ça. Donc en fait c'est toi et toi, tu vois. Moi je sais que ça va. En vrai, quand j'ai commencé à mixer, je me suis laissé prendre dans le truc. En plus, paradoxalement, je mixais plus à mes débuts, je crois, que maintenant. Et tu sais, t'es là. En plus, au début, j'avais du stress, donc des fois, je buvais et tout pour me désinhiber et tout. Et rapidement, heureusement, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette habitude de merde? Déjà, c'est une habitude de tarlouse parce que t'as besoin de ça pour. Enfin. Non. On s'est compris, ouais. Et en plus, après, je me dis, mais même moi, pour ma santé et tout, vas-y, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Et puis, comme je dis, j'ai un petit garçon. Ça veut dire. Je me suis toujours dit, j'ai mes objectifs pro et tout, mais lui, il a pas choisi d'être là. C'est-à-dire, moi, j'ai assumé d'avoir un enfant, donc je dois m'en occuper. Et mes objectifs pro, ni mes objectifs pro doivent être des excuses pour pas m'occuper de lui, ni l'inverse. C'était un peu mon deal. Je m'en souviens même quand avant même qu'il naisse et tout, je disais ça je sais pas. T'as vu, ça va pas être facile, mais il faut qu'on assume. Et donc moi, je veux faire ça professionnellement, je vais me donner les moyens. Qu'il soit là ou pas. Par contre, il sera là, on va s'en occuper et faut qu'on assume. Donc après, voilà, c'est en vrai tout ça pour dire que c'est une organisation et avec la volonté, tu t'en sors. Et tu vois, même là, je suis en garde alternée. Moi, à un moment, dis-toi, j'étais en garde alternée, sous master, en alternance, dans une boîte de prod. J'ai des potes qui faisaient des clips et tout. J'avais déjà la fièvre, j'étais déjà DJ. Et là, t'avais réussi à le faire. Et donc, tu te dis, si tu veux, après, bon. C'est le corps qui a payé, tu vois, à ce moment-là, je me suis fait le tendon d'Achille. Parce qu'il y avait le basket aussi à ce moment-là, gros bas et tout. Et donc voilà, faut faire des choix, quoi. C'est clair. Moi, la question que je me pose, c'est plus au niveau de la santé, être exposé au bruit, aux nuisances sonores. Est-ce que tu le ressens pas sur le long terme? Bon, je dis pas que ça fait 10 ans que tu es exposé à ça, tu vois, mais est-ce que tu commences à sentir ça? En vrai, non, mais aussi parce que je prends un peu des précautions. Ok. Tu vois, là, on est quand même une génération où il y a eu plein de DJ avant nous. Je pense par exemple à un DJ comme DJ Genetic, un gros DJ, tu vois, moi qui suis passionné de scratch, c'est un mec qui est super fort dans le scratch et tout.
qui a beaucoup témoigné sur ça, parce que lui, il a des acouphènes, il peut plus mixer, en fait, tellement il a les oreilles bousillées. Et du coup, on sait qu'il y a des risques, tu vois. Moi, je mixe avec soit des bouchons, soit je mets mes ears, même quand je mixe pas. Des fois, même mes ears, je les mets plus quand je mixe pas, pour me protéger, parce que quand je mixe, je suis tellement dans le truc, j'ai quand même envie que ça tape et tout. Et du coup, non, en vrai, ça va. Puis encore une fois, moi, ça fait pas si longtemps que ça, tu vois. C'est ça, au final, clairement. Entre guillemets. Mais tu prends quand même tes précautions. Ouais, j'essaie déjà de prendre mes précautions. Ok. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai mixé, enfin cette année, j'ai mixé avec Cut Killer. Cut Killer qui est, voilà, je vais pas le présenter. Ouais, clairement. Les retours, j'ai dit, je sais pas comment il fait pour pas être sourd. À son âge, les retours, gros, même moi qui suis beaucoup plus jeune que lui, ça m'enculait les oreilles. Et lui était là, les retours, je vais pas parler du reste, bref, je dis, ah ouais, non. Après, il y a des gens, tu sais, c'est comme au sport. Il y en a, ils vont teaser, ils vont fumer, ils vont pas dormir, ils vont venir, ils vont laver. T'en as, s'ils ouvrent pas leur sieste, s'ils mangent pas leur banane avant le match, ils vont être nuls, tu vois. Clairement. Donc, chacun, mais moi, je sais que si, tu vois, moi, je suis. Si je dors pas, si machin, je vais être gaze, donc j'essaie de faire attention, tu vois. Voilà. T'avais parlé, il y a quoi, c'était il y a 2-3 semaines de ça? T'avais fait une story où tu parlais des DJ qui se plaignaient qui ont en club. Je sais plus exactement ce que t'avais dit, mais en gros, c'est les DJ qui se plaignaient qu'en club, on les laissait pas passer ce qu'ils voulaient, justement. Ouais. Ou un truc comme ça. Et tu leur disais, justement, créer vos trucs où vous pouvez passer la musique que vous voulez ou vous exprimer comme vous voulez. Je bois de l'eau là carrément parce que... Ouais, je me souviens en fait, ça c'était un peu un coup de gueule aussi, DJ Orga, où je trouve il y avait beaucoup de... C'était presque une tendance, c'est presque une tendance pour les DJ de se plaindre, d'aller faire des facecam, dire ouais, les gens en soirée ils écoutent tout le temps les mêmes choses, ouais ceci, ouais cela, alors que mon discours c'était plus en mode ok, il y a des tendances, c'est une réalité. Maintenant, à la fin, c'est toi qui presse play. C'est toi qui mets le morceau. Donc, au final, c'est toi qui... Soit tu... Excuse-moi pour ma vulgarité, mais soit tu portes tes couilles et tu défends ce que tu as vraiment envie de défendre. C'est-à-dire que si tu n'es pas OK avec ce qu'on te demande en club, eh ben, tu ne le fais pas. Et à l'inverse, si tu veux promouvoir des choses, ben, tu les promouvois. C'est encore une fois, c'est toi qui presse play. Soit ben, tu te tais et tu acceptes que tu te travestis, entre guillemets. Ouais. Donc c'était un peu ça le discours, c'était en mode, il y a un public, et c'était pas pour faire la promo de la fièvre ou quoi, mais tu vois, j'ai d'autres collègues qui font leurs events et tout, et je le vois, il y a un public pour tout. Il y a un public, je suis sûr, tu peux faire des soirées extrêmement nichées, et il y aura un public, c'est juste qu'il faut montrer que tu fais ça. Si à chaque fois tu vas aller en club, ah oui, je disais aussi ça, je disais si à chaque fois, toi, par exemple, t'es un passionné de... Je sais pas, moi, je prends un exemple. T'es un passionné de drum and bass. Je sais pas pourquoi j'ai ce style qui me vient. T'es un passionné de drum and bass. Si tu joues que dans des clubs, on te demande de jouer chargé matin, midi, soir. Et que toi, tu subis la pression et que tu joues chargé matin, midi, soir. Bah, les gens, au final, ils vont t'identifier à ça. Clairement. Donc, même toi, tu te rends pas service. C'est-à-dire, même si demain, tu veux jouer à un autre truc, bah, t'auras pas créé ce public-là. Donc, tu vas leur jouer ta drum and bass. Sauf qu'eux, ils se disent, mais lui, il joue chargé d'habitude. Pourquoi il joue de la drum and bass? Donc je pense, et il y en a plein qui l'ont fait, et même moi j'ai fait ça. Hein. Tu vois, je dis pas à mes débuts, c'est ça le risque aussi. Tu veux plaire, tu vas avoir des bookings, donc tu peux te dire, vas-y, je vais faire ce qu'on me demande, ce qui plaît et tout. Voilà. Mais du coup, te plains pas. C'est ça aussi le discours. Mais donc, ouais, faut être prêt à défendre ton truc, l'assumer. Potentiellement, c'est de l'art, ça va pas plaire à tout le monde, tu vois. Et c'était un peu ça le discours, c'est arrêtons de nous plaindre, tu vois. Défendons ce qu'on veut défendre et le public il sera là, tu vois. Voilà. Ouais. Je pensais que tu avais un truc à dire là-dessus. Non, il a répondu. Il a vraiment répondu. Ouais, bah ouais, en vrai, ouais. Là, moi, je voulais parler d'un truc, c'est que toi, t'es DJ de la fièvre, tu la feras à Grenoble. Est-ce que tu penses que demain, ou après-demain, la fièvre pourrait s'exporter quelque part d'autre? Ouais, de 1, c'est prévu. Ok. On nous l'a déjà aussi proposé, mais il faudra réussir à bien le faire. Le challenge, il est là. Clair. Tu vois, même par rapport à Lyon, qui est une des priorités, faut qu'on arrive à le faire dans les conditions... Tu vois, quand on fait la qualité des events qu'on fait, par exemple à la Belle Électrique, je me verrais mal arriver à Lyon et faire un truc trop éloigné de ça, et qui pourrait potentiellement, tu vois, atténuer
D'accord. L'identité du projet. Truc, Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'on veut le faire, et aussi, vu l'ampleur du projet long terme, ce qu'on veut faire, faut arriver à avoir dans un premier temps une notoriété déjà régionale. Et donc ça passera un peu par s'exporter déjà hors Isère et tout. Moi je me dis que la fièvre ça fait vraiment du bien à Grenoble. Parce que Grenoble déjà c'est une des villes les plus, selon certaines stats, les plus dangereuses de France. Et il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, tu vois, qui parlent un peu à tout le monde. Et le fait que toi tu viennes et que tu crées la fièvre et que en fait tout le monde soit invité, tu vois. C'est pas un truc où, entre guillemets, ouais, c'est une soirée, mais c'est une soirée afro, c'est une soirée de ça, tu vois. C'est vraiment comme tu l'as montré avec la fièvre d'été, tout le monde peut venir et profiter, tu vois, comme je vois à la fièvre d'hiver, à la Belle Électrique, il y a toute communauté, tu vois. Il y a tout. Donc je pense que c'est vraiment un événement qui fait du bien à Grenoble. Et c'est pour ça que au début, à l'intro, j'ai dit quoi ? J'ai dit qu'il y a lié engagement, enjaillement et créativité. Je crois quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a moyen que t'aies fait baisser le crime rate de Grenoble. Ouais, ça, de Grenoble. Bah, déjà, merci. Et c'est vrai que c'est des retours qu'on a de plus en plus. Je dis parce que là, c'est moi, mais en vrai, dans la fièvre, il y a plein de personnes qui bossent et tout, à qui on doit aussi ça. Mais ouais. En vrai, ouais. Hein. En vrai, ouais, je suis content parce que c'est vrai que c'est la preuve que même à Grenoble, en fait, il y a ces gens-là, tu vois, cette communauté cool, bienveillante. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent hors de Grenoble, mais je dis ça parce que quand je parlais de ce projet au début, on me disait beaucoup, j'entendais beaucoup, ouais, mais gros, t'es à Grenoble. Ouais, vas-y, t'es à Grenoble, laisse tomber. Même pour la Bay-Trick, gros, on me disait, mais jamais la Bay-Trick, t'es malade. C'est l'électro Grenoble. Et de voir qu'en fait, il y a ce public, il y a ces gens-là, cool, il y a des événements pas dangereux. Il y a du monde. Et il y a du monde, tu vois. C'est ça, y a du monde. C'est pas des soirées, c'est même pas niche. Il y a 1000 personnes, ça commence à être beaucoup, tu vois. Ouais. Donc, et puis les gens de Grenoble nous le disent, ils sont contents. Maintenant, franchement, moi je suis le premier à dire, j'espère même qu'il va y avoir encore plein d'autres projets, hors de nous, pour faire vivre Grenoble, parce qu'on voit que c'est une ville où il y a plein de personnes, une jeunesse super inspirante et tout. Donc j'espère que c'est que le début pour nous, mais pour la ville de manière générale en vrai. Je vais aller sur un truc rien à voir du tout. Genre, comme tu l'as dit, tu faisais du basket, donc tu es un gros consommateur de basket. Une fois j'étais chez toi, et on avait un débat sur tu pourras me rejoindre là-dessus Manu ou pas, mais sur le débat du GOAT. LeBron Jordan. Pour toi, Jordan c'est le GOAT. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout le GOAT. Pour moi, c'est LeBron le GOAT. Okay. On va vraiment faire ce débat. Attends. J'ai pas compris là. Il y a que 2 personnes là ? Non. C'est pour toi. Pour moi, le GOAT c'est entre Jordan et LeBron. Il y a pas une 3e là dans. Non, Kobe ? Non. Kobe, c'est pas le GOAT. Avec tout le respect. Vraiment avec tout le respect. Je pense pas que ce soit le GOAT, mais il faut quand même le mettre. Tu le mets dans la discussion. Pour moi, il y a un top 3. Pour moi, il y a un top 3. Il y a les 3. Et Curry, tu le mets 3 bis, tu vois. Mais la discussion, c'est vraiment... Et du coup, si j'ai bien compris, Juicy, toi, tu penses que c'est MJ ? Ouais, après, déjà, je vais mettre un contexte. Je trouve dans GOAT, il y a plein d'angles. On prend le meilleur joueur intrinsèquement, ou on prend le gars qui représente le basket, l'icône. C'est là où je voulais en venir. Ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'était quoi ? C'était Jordan, c'est le GOAT parce que c'est l'icône du basket avec tout ce qu'il a créé par rapport à sa marque, etc. Le basket, c'est lui, genre. Je peux comprendre, en vrai. Mais moi, si on me dit LeBron James, il froisse Michael Jordan, ça se trouve, je vais te dire... Peut-être que c'est vrai. Mais c'est le GOAT, genre. Tu sais, il y a l'aura, il y a le truc. Moi, c'est plus dans cet angle-là. Ouais, je vois tu vas venir. C'est une icône, même il a popularisé le basket avant même. Tu vois, nous, on n'est même pas de cette génération-là. Ah, c'est clair. Mais pour moi, ce que je pense que je sais pas s'il y a beaucoup des gens qui vont voir la vidéo et qui vont m'en vouloir, mais pour moi, LeBron, c'est le GOAT, en fait, et qu'il n'y a même pas de débat, genre. Parce que, en gros, déjà, je vois la tête qu'il fait. Gros, c'est pas lui qui a le record de points ? Si. Clairement. Okay. En NBA, c'est ouais, il a encore 2 points. Le meilleur scoreur, c'est lui. Attends. Voir tes pieds, s'il te plaît. Fais voir. Je suis pieds nus. Montre. Je suis pieds nus. Vas-y, trop bien. Voilà. Mais
Ok, oui. Ok, est-ce que dans 30 ans, on portera des LeBron 18 là ou je sais pas quoi? Ouais, il y a des gens qui ont fait des sons pour LeBron. Bah, des sons pour Jordan, à croire, il y en a pas. Il y a qui fait un son pour Jordan? C'est sûr qu'on trouve. C'est pas pareil, à l'époque, le hip-hop aux États-Unis, frérot. Chacun avec son époque. Mais ce que je veux dire, c'est que. Même, je suis désolé, attends, je vais te couper. Même Laura, t'as vu? Tu vois, c'est ça, moi, que j'aime pas. Laisse-le finir. On me parle d'aura. Mais laisse-le finir, Parce que là, on parle d'icône, moi, je parle pas intrinsèquement. Non, moi, je te parle de basket. Non, ben, on n'est pas dans le même débat. On n'est pas dans le même débat. En plus, j'ai mis le contexte avant. Et même moi, j'ai dit, si on parle purement basket, il a posé les bases. Voilà, on peut dire peut-être LeBron. Ok, donc si on parle purement basket, LeBron est le GOAT, tu vois. Je suis même pas un hater de Jordan. En vrai, ouais. Je suis même pas un hater de Jordan, tu vois. En vrai, oui. C'est le mec le plus boosté qu'on ait eu pour l'instant. C'est vrai. Jusqu'à Wemby dans 10 ans, on dira. Ouais, non, mais c'est vrai. Si on parle que de ça, oui. Ok. Maintenant. Et après, c'est vrai que Jordan, c'est une plus grosse icône, tu vois. Il y a tout, tu vois. Mais pour moi, LeBron, c'est. Bah après, je sais que t'aimes LeBron. Hein. En fait, même pas, parce que de base, même pas. Tu sais que même pas, je suis même pas un fan de LeBron, tu vois. Comme ils aiment les appeler les Bron sexuels. Je suis même pas dans ça, tu vois. Parce que moi, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais. Je connaissais pas. Parce que moi, de base, j'étais un fan de Derrick Rose. Et Derrick Rose, tu vois, c'est LeBron, c'était l'un contre l'autre, tu vois. Ouais. Donc j'étais plus un haters que LeBron, mais justement, j'étais un haters de lui. Et il a réussi à me forcer le respect, à me dire, mais en fait. Même moi, j'étais un gros haters avant. Maintenant, je respecte. Moi, je suis un supporter de Celtics. Celtics, c'est clair. J'étais un haters, gros, de LeBron. Mais maintenant, je suis en mode, même la longévité, t'es obligé de respecter. Il a trop prouvé. Il a trop prouvé. Maintenant, après, c'est encore une fois, c'est moi. Même, je suis trop attaché à l'humain derrière les joueurs et tout. Et genre, vas-y, LeBron, c'est un bouc. Franchement, c'est une dinguerie ce que je vais dire. On me dit, tu veux passer une journée avec Jacques Monclar ou avec LeBron? Oh non, je vois ce que tu veux dire. Genre, je suis plus attaché affectivement à un mec comme Jacques Monclar que j'ai jamais vu. Hein. Mais LeBron, il m'envoie pas. Moi, je vois The Decision et tout. Pour moi, c'est un move de bitch. En 2011, là? Ouais. Ok. Moi, mes joueurs, mes GOAT du cœur, c'est Rondo, Westbrook. Et vas-y, Kawhi, Kobe, j'aime beaucoup, mais Rondo, Westbrook. Ok. Tu vois. C'est la loyauté, c'est très important du coup. Ouais. Ok. Si on parle de loyauté, je peux te comprendre, je peux te rejoindre. Ouais. Mais entre guillemets, on sort du. On est sorti. On sort des stats. Moi, j'ai eu des échos, j'ai vu que MJ il était exécrable hein, en tant que personne. Ah, peut-être. Qu'il était exécrable. Ouais, peut-être. Pire que LeBron. Mais bon, c'est pas grave. On a eu ton point de vue, c'est comme ça. Après, on les connaît pas au final, on s'en fout. C'est ça. On s'en fout de leur vie, hein. Ouais. Ouais. Franchement. Mais ouais, en tout cas, Juicy, c'était un plaisir de t'avoir pour cet épisode de Pour la Culture. Bah, plaisir partagé. Hein. C'est vraiment un épisode que j'ai vraiment pris du plaisir à pouvoir tourner là. Avec le retour de ton associé en plus. Yes. La Covid. Nanou, le Franjo, le retour, bah ouais, ça fait 6 mois, ça fait je sais pas combien de temps. Il a fait un lockout. Non, en vrai, ça fait. Ils veulent m'afficher, les gars. En vrai, ça fait quoi 5 épisodes qu'il est plus là 5. Ils veulent m'afficher, les gars. Ah, j'ai cru, ils avaient pas remarqué là. Je te jure. C'était quand il y a quelques jours, j'ai vu un commentaire. Ouais, je sais plus quel épisode, bien l'épisode, mais il est où Nanou? Je te jure, j'ai vu un commentaire comme ça sur YouTube. Ça fait. Ouais, c'était vraiment aussi un plaisir de partager avec toi. C'est gentil. Et la prochaine, j'espère que tu seras là si tu fais pas aussi un. Machine. Je suis content que tu sois venu, pour moi en tout cas. C'est obligé. En plus, vous étiez à la dernière fièvre. Non, terrible. Si, c'était terrible. Non, vrai, moi aussi j'ai passé un bon moment avec vous, donc. Puis force au podcast et tout, hein, moi tu sais, hein, moi ça fait plaisir de voir que cette initiative elle a vu le jour. Tu vois, on en parlait déjà. On en a parlé. La première fois que je t'en parlais, c'était peut-être il y a 2 ans. Ouais. Peut-être. Moi je te disais, faut y aller. Hein. Le temps que je mette tout ça en place et ouais, c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, je suis content d'avoir pu tourner cet épisode avec toi. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode, bien sûr. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et quelque chose à rajouter? Have fun. Je sais pas si c'est ça. T'as raison, gros. J'aurais pas dit mieux.
Oh.